Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un... Enfin, nous allons faire un petit résumé d'un nouveau cours magistral sur la personnalité. Et donc là, on va s'intéresser au chapitre, du coup, le tout premier chapitre qu'on a fait, la perspective des dispositions. Et on commence tout de suite. Alors après, je vous propose un nouveau format avec pas mal un pet récapitulatif par auteur qu'on a vu lors de ce cours magistral. Voilà. Donc vous n'hésitez pas à dire si ce nouveau petit format, un petit peu différent d'habitude, vous plaît. C'est un peu plus improvisé, entre guillemets. Alors du coup, dans ce premier chapitre, nous allons nous intéresser à Alport, Eysenck et Cattell. Cattell juge de son côté les travaux sur la personnalité effectués dans un contexte de néopsychanalyse, donc typiquement Jung, euh, comme catastrophiques car ceux-ci ne proposent aucune mesure. Donc là, euh, on s'en va de la première partie sur la personnalité qui était un peu plus historique, entre guillemets, on avait parlé de Jung, etc. Et là, on a une remise en cause de cette néopsychanalyse, tout simplement parce qu'il n'y a pas de mesure selon Cattell, et d'ailleurs, Cattell était un peu, à ce que j'ai compris, obsédé par la mesure. Alors, au quotidien, notre langage nous permet de donner un jugement de quelqu'un en lui attribuant différents traits de personnalité. Par exemple, il est gentil, il est aimable, il est mauvais, il est agressif, ou je sais pas, il est courageux, etc. Un trait serait en fait une unité de base dans la conception d'une personnalité. Celui-ci serait constant dans le temps et les situations. Alors là, je vous mets des petites études qu'on avait vues lors du premier semestre dans la perception des personnes. Donc oui, bien que Dudichar en 1936 et Michel en 68 aient inféré cette hypothèse. D'ailleurs là, j'ai mis une parenthèse qui n'a rien à faire là. Hop, on continue. Et du coup, oui, c'est censé être constant dans le temps et les situations, et ça permettrait de distinguer les individus entre eux. Donc savoir si une personne est courageuse ou au contraire plutôt lâche, par exemple. Donc les traits partant d'un fondement biologique permettent aussi de donner une explication des différents comportements que l'on peut observer dans une situation selon la personne. Donc autrement dit, si dans une situation, une personne réagit différemment d'une autre, ce serait à cause des traits, et ces traits auraient un fondement biologique. C'est pour expliquer pourquoi il y a une part de psychologie différentielle où les gens, dans la même situation, peuvent se comporter différemment. Alors les trois fonctions principales du coup des traits sont la description, la prédiction, donc la prédiction de comportement, et l'explication, pourquoi quelqu'un a ce comportement, autrement dit. Donc on résume donc des comportements au travers des traits, cependant l'explication peut parfois paraître un peu simpliste. Là on avait donné un exemple lors du CM, c'était la conscienciosité. Est-ce que c'est la conscienciosité est un trait de personnalité, est-ce que c'est suffisant pour euh, justifier une réussite universitaire? En réalité, conscientiosité, ça vient simplifier, car on pourrait penser qu'il y a d'autres facteurs qui rentreraient en compte, notamment on peut penser à la motivation, voilà, la passion pour ses études, etc., etc. Et aussi les buts, qu'est-ce qu'il cherche à travers la réussite universitaire, s'il cherche à faire un métier qui lui plaît, etc., etc. Donc là, la personnalité vient donc simplifier dans une approche nomothétique, donc c'est qu'on essaye de créer des généralités en fait, les connaissances qu'on aurait sur autrui, donc notamment ses comportements. Donc autrement dit, au lieu de dire cette personne on lui donne plein de traits différents, on lui dit qu'elle est juste consciencieuse, comme d'autres personnes qui sont tout aussi consciencieuses, quoi. Alors les traits sont pour résumer des dispositions individuelles correspondant à des comportements. Donc ces traits sont structurés sous forme hiérarchique avec les super traits, donc ça c'est les bases de la personnalité, donc c'est typiquement dans le Big Five Océan, on avait du coup ouverture, conscienciosité, extraversion, agréabilité et névrosisme, donc ça ce sont les super facteurs. Bon, ils ont aussi d'autres noms, enfin super traits, super facteurs, métatraits, qui dépendent du coup de traits, qui sont composés de traits plus simples. Donc typiquement dans le névrosisme, on a des traits comme l'anxiété ou je sais plus si la dépression c'est un trait. En tout cas, on a l'anxiété, ou enfin on a l'anxiété, par exemple le côté impulsif, eux-mêmes possédant un ensemble de réactions habituelles. Donc là, on voit bien l'ordre.
ensemble de réactions habituelles qui font un trait, ensemble de traits qui font un super trait, méta trait, plein de noms donnés dans les diapos. Donc oui, là j'avais fait juste un exemple là, névrosisme, anxiété, impulsivité, et là des exemples de réactions habituelles. Alors du coup là on va passer à la seconde partie où je vais parler d'Alport, Cattell et Lessing, plutôt résumer ce qu'on a dit en cours. Et je vais te rappeler pour ça, pour un peu venir récapituler tout ce qui a été dit, et on va tout de suite commencer par Alport. Alors du coup, Alport, il part du postulat lexical. Le postulat lexical, c'est un postulat qui vient dire tout simplement que toutes les distinctions entre deux individus, tous les différents traits en fait seraient inclus dans le langage, déjà de base. Donc ce qu'il va donc faire, c'est partir de cette idée pour ensuite pouvoir donner une division de traits, etc. et pouvoir trouver trois types de traits différents. Du coup, ça c'est la petite division du trait qu'il donne. Quand tu es dans le langage, ça vient avec le postulat lexical. Et donc lui, il vient décrire trois types de traits qui sont du coup tous dans le langage. On aurait des traits cardinaux, des traits centraux et des traits secondaires. Donc ce qui varie entre ces trois types de traits, c'est leur apparition constante ou non en fonction de la situation. Donc les traits cardinaux, c'est ceux qui apparaissent tout le temps, centraux la plupart du temps, et secondaires, ça dépend un peu de la situation, quoi. Donc c'est vraiment la fréquence d'apparition. Voilà. Et donc les cardinaux, ça fait un peu, ça peut un peu s'assimiler aux valeurs de Schwartz et aux buts de vie d'une personne. Donc ce qui la motive dans sa vie, ce qu'elle souhaite atteindre. Et les valeurs de Schwartz, vous pouvez voir sur internet, il y a plutôt des beaux petits schémas circulaires. Donc bref, des valeurs que certaines personnes souhaitent avoir, quoi. Et donc en fait, pour Alport, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le principe d'autonomie fonctionnelle. Le principe d'autonomie fonctionnelle, c'est qu'on va être intrinsèquement, une fois adulte, motivé à effectuer, à avoir certains comportements pour atteindre un soi idéal. Alors le soi idéal, c'est ce qu'on a envie de devenir. C'est un peu notre perception de soi que voilà qu'on a envie de devenir en suivant la plupart du temps, bah voilà, les traits cardinaux. Donc c'est ce qu'on a envie de devenir, c'est comment on se perçoit et ce qu'on a envie d'être. Donc suivant ce soi idéal qu'on peut se représenter, on va avoir des comportements qui vont être intrinsèquement voulus pour qu'on puisse atteindre cette représentation. Quand je parle d'intrinsèquement voulu, c'est vraiment que ça vient de nous et non pas de l'extrinsèque. Tout simplement, là, ce sont d'autres personnes qui veulent qu'on ait ce comportement, par exemple, qu'on fasse nos devoirs, c'est nos parents ou les profs, ou qu'on soit par exemple calme. Si en classe, c'est pas nous qui décidons d'être calme, c'est il faut être calme. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Et, euh, et aussi, ces comportements-là n'ont pas d'intérêt de la valeur attribuée par autrui. Donc, autrement dit, euh, on fait ces comportements pas pour ce que les autres vont penser de ce comportement, ni pour en fait pour des raisons extrinsèques. Et donc justement, ce soi idéal va venir en fait va venir comment dire va être responsable de nos comportements en fait, de nos décisions à effectuer certains comportements et donc à avoir en fait certains traits. Là, c'était le petit résumé un peu rapide de Alport, voilà, en espérant avoir été plutôt clair. Donc là, oui, avec Alport, il n'y a pas vraiment de. Je sais même plus si. Vous savez quoi, je vais arriver tout de suite, je reviens tout de suite, je vais regarder s'il avait fait des études ou pas. Qu'est-ce que j'ai noté? Hop, me revoilà, comme ça on va aussi pouvoir parler bah, des limites de sa théorie. Alors aussi, il disait que les traits étaient originaires du système nerveux. Donc oui, secondaire, centrocrânio sur la consistance dans les situations. Voilà. Et quels sont les défauts? Ah oui, il n'a pas vraiment testé, c'est plus une théorie, il n'a pas vraiment testé expérimentalement. Et il parle pas de l'hérédité des traits. Ouais. Alors du coup, maintenant, bah, on va passer à Cattell. On va enlever lui, hop. Et on va passer à Cattell. Faut juste que je retrouve. Ok, c'est bon.
Parlons maintenant de Cattell, l'obsédé de la mesure, c'est son petit surnom. Mais bon, voilà, on va pas trop insister là-dessus. Du coup, voilà, pour lui, c'est la définition de la personnalité, c'est ce qui permet tout simplement de prédire un comportement. Et les traits, ce sont pour lui des entités permanentes, héréditaires. Et donc là, lui, il va bien définir les traits comme quelque chose d'héréditaire et qui se développe tout le long de la vie, contrairement à ce que disait Freud, où pour lui, la personnalité, c'était fixé à 5-6 ans après les complexes d'Oedipe, quoi. Donc lui, il a fait uniquement des données empiriques, il ne s'est pas basé sur une théorie. Il a fait des données empiriques et en fait, il a créé selon ce qu'il observait, tout simplement. Donc données empiriques, encore une fois, sous le postulat lexical, qui suggère que tous les différents traits sont inclus dans le langage. Donc pour ça, il a fait une analyse factorielle. Donc ce qui s'est passé, pour expliquer un peu la chose, c'est qu'il y avait, disons, des milliers de traits, avec énormément de groupes de sujets, et ce qui s'est passé, c'est qu'il a corrélé entre différents traits qui en fait étaient souvent associés. Une corrélation entre deux traits, c'est quand l'un est élevé, l'autre est élevé, par exemple. Quand les deux, en fait, voilà, ils évoluent un peu ensemble. Et donc à partir de ça, il a créé différents groupes, il a pu faire des regroupements de traits pour en revenir à 16 facteurs et 5 traits sources. Pour rappel, là c'est pour Cattell uniquement, lui Cattell, dans son ordre hiérarchique, il y a les traits sources qui permettent, donc là les traits sources c'est vraiment un peu à l'intérieur de nous, qui permettent des traits de surface. Donc les traits de surface, c'est ce qui est observable sous, il me semble, 3 formes. J'ai regardé du coup juste 2 secondes. Donc les 3 formes du coup c'était euh, basé sous forme d'aptitude, le tempérament et la dynamique. Ouais. Donc ça c'est 3 différents types de traits de surface. Donc le tempérament c'est par rapport à notre part émotionnelle. Dynamique je me souviens plus très bien. Et aptitude. Faudrait que je retourne un peu voir le diapo. Je pense que je ne suis pas non plus, moi non plus, hyper. Ouais, je me souviens plus trop. Mais en tout cas, il y a 3 types de traits de surface. Et donc, revenons à la diapo. Donc au final, ce qu'il a donc trouvé, c'est 16 facteurs sous 5 traits sources. Et donc ces 5 traits sources sont l'extraversion, l'introversion, l'anxiété, l'intransigeance, l'indépendance et le contrôle de soi. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que suite à ces études, bon après l'analyse factorielle, lui il a fait dans les années 60-70, du coup il n'y avait pas d'ordinateur à cette époque, ce qui a fait que pour lui faire l'analyse factorielle, ça lui a pris 6 mois de travail. Donc on peut dire qu'il a été très courageux sur ce coup-là, Cattell. Donc suite à ces travaux, il y a eu des généralisations de ces résultats sur différents groupes d'âge, différentes cultures, et une vérification de la part identitaire, autrement dit des traits, étaient en commun suivant l'hérédité. Après, le problème de son petit CSPF, donc ça c'est le test qu'il a créé suite à ses observations, en fait, suite à son analyse factorielle. Donc c'est tout simplement qu'il est jugé trop complexe parce qu'il y a 16 facteurs pour 5 traits sources. En plus, il est difficile à coter. Pourquoi? Parce que certains facteurs peuvent appartenir parfois à plusieurs traits sources et ont différents coefficients. Donc c'est un peu comme nos notes à l'université, ou même pour le bac, le brevet, différents coefficients et tout ça. Bref, c'est jugé comme trop complexe à cause de ça en partie, et il n'y a pas de base théorique, c'est juste basé sur des observations, c'est juste du pur empirique. Et voilà, il dit juste ce qu'il observe, c'est un peu ce qui est reproché, c'est qu'il n'y a pas de théorie, il n'y a pas d'explication, bah, pourquoi c'est comme ça. Lui, il dit juste c'est comme ça. Il y a extraversion, anxiété, intransigeance, indépendance, contrôle de soi. Ça fait 16 facteurs, et ça va permettre après euh, de créer une personnalité et donc de prédire des comportements. Mais il n'y a pas d'explication théorique à ces observations. Et donc après, on va se pencher sur Hessing qui, lui, a plus de bases théoriques et qui a un modèle un peu plus simple, parce que oui, hein, pour certains, avoir 5 traits sources, c'est un modèle trop complexe. Du coup, on passe au dernier, Hessing, le voilà. Alors Hessing, lui, il est parti d'une hypothèse théorique. Donc il a fait une hypothèse, il a testé cette hypothèse, et après suivant ses résultats, pu créer 2 tests. Alors, dans la première, dans un premier temps, il a créé l'EPI. Donc EPI, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je vais regarder, c'est-à-dire quoi EPI. Hop. Donc l'EPI, c'était pour
Ah, j'ai pas noté. EPI, à mon avis, c'est Async Personality Inventory. Et EPQ, c'est Async Personality Questionnaire. Quelque chose comme ça, avec mon accent anglais. Et du coup, il a déjà créé l'EPI car au début, il n'y avait que deux facteurs, extraversion, introversion et névrosisme, stabilité émotionnelle. Donc, voilà. Névrosisme et stabilité émotionnelle, ce sont des opposés, donc c'est deux continuums en fait. Ensuite, en testant, en testant de nouveau, est venu l'EPQ en ajoutant un troisième facteur, celui du psychotisme versus la force du moi. Et donc en fait, face à ces trois facteurs principaux, il me semble que c'est des facteurs qu'on peut appeler ça, je sais plus si c'est des facteurs ou des super traits qu'il appelle ça. Ah oui, donc non, c'est trois super traits en fait. Oui, en fait, c'est trois super traits. Voilà. Donc c'est les trois super traits, facteurs super traits. Là, faut pas confondre. J'ai un peu mélangé les deux, mais il faut comprendre que là, ce sont des super traits. Et donc en plus, ce qui va donner, en plus par rapport au Cattell ou Alport, c'est lui, il va donner des explications biologiques. Pourquoi on serait introverti extraverti? Pourquoi on serait introverti extraverti? Ça dépendrait de notre niveau d'éveil cortical qui est, dont le système réticulaire activateur est responsable. Donc en fait, pour l'introverti, il serait déjà très activé, donc il ne chercherait pas en fait euh, un éveil supplémentaire en allant vers les autres, alors que l'extraverti, il serait un peu moins activé, ce qui ferait qu'il chercherait plus d'activation, d'excitation, entre guillemets, euh, en passant par des stimulations externes, quoi. Alors le névrosisme, ou au contraire, la stabilité émotionnelle, ça s'expliquerait, selon lui, par le système limbique et le système nerveux autonome. Est-ce que j'ai besoin de redéfinir ce que c'est? Et pour finir, le psychotisme versus la force du moi. Là, il n'a pas été très loin, il s'est dit que c'était certainement des hormones sexuelles en prenant l'exemple un peu célèbre de la testostérone qui serait en lien avec l'agressivité. Donc si tu as trop de testostérone dans ton sang, tu serais un petit peu plus agressif et donc un peu plus dans le super trait psychotisme, quoi. Donc du coup, juste pour finir, les quatre niveaux hiérarchiques, donc là on avait le super trait, on avait en second les traits, en troisième on avait du coup les réactions habituelles, et puis lui il est venu ajouter les réactions spécifiques. Voilà. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous plaira. Peut-être qu'il était mauvais, hein, si vous trouvez que c'est pas assez exhaustif, etc. N'hésitez pas à me le dire, pas de souci. Et puis bah, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.